Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ok, donc je vais vous présenter le plan France Intelligence Artificielle qui a été mené au cours du mandat précédent et qui va se poursuivre euh, dans les mois qui suivent. Je vais expliquer un peu pourquoi il y a un tel buzz sur l'intelligence artificielle, puis on pourra échanger là-dessus. Ce qui a été fait dans, je dirais, la définition de la stratégie pour la France en intelligence artificielle et puis ce qui reste à faire. Donc, bon, on a toujours rêvé quelque part d'inventer une intelligence. C'est Prométhée, c'est Pinocchio, c'est l'automate de von Kempelen. Enfin, il y a toute une histoire qui vise à essayer de créer une machine aussi intelligente que l'homme. Et on a ici une représentation de Michel-Ange. Bon, mais ces espoirs ont été souvent déçus. Et donc, quand c'est déçu, l'hiver arrive. Et en fait, en intelligence artificielle, on a connu plusieurs périodes d'hiver. Ça a été fondé à la fin des années 50 par un certain nombre de chercheurs qui se sont dit on a maintenant l'ensemble des éléments pour créer une intelligence artificielle. Et puis régulièrement, euh, les espoirs ont été déçus. Et voilà. Et donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une résurgence. Il y a un intérêt croissant. Donc on voit ici sur Google Trends euh, le fait qu'il y a de plus en plus de recherches et qu'on est vraiment dans une nouvelle ère de l'intelligence artificielle et pour une raison simple en fait qui est que pour la première fois les résultats sont en avance sur les promesses qu'on fait. Alors quels sont les grands résultats qui ont marqué le grand public? Puis si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à le faire. La première chose, c'est en 2011, Watson a battu et a gagné la finale euh, au Jeopardy. Donc le Jeopardy, c'est un jeu où on donne une réponse, il faut trouver la bonne question. Donc c'est une logique un peu originale par rapport, je dirais, aux logiques déductives de la plupart des jeux. Et puis le deuxième fait marquant, qui est repris d'ailleurs maintenant ces derniers jours, c'est AlphaGo qui bat le champion du monde de Go, alors qu'on pensait que c'était quelque chose d'assez inatteignable, même si le jeu d'échecs avait déjà été battu, enfin Kasparov avait été battu en 97 par Deep Blue. Alors quels sont les deux éléments majeurs qui ont fait qu'on a obtenu ça? La première chose et les deux tendances technologiques, c'est le big data, donc le fait que on est capable d'intégrer énormément de données, qu'on a les infrastructures pour, et par ailleurs qu'on peut réaliser des calculs sur ces données, et notamment avec les réseaux de neurones profonds, eh bien, on a obtenu des résultats impressionnants sur la plupart des domaines de l'intelligence artificielle. Alors le deuxième aspect, c'est l'accélération des calculs avec les GPU. Un autre aspect marquant, ben, c'est pour illustrer ce renouveau de l'IA ou ce qu'est l'IA, c'est évidemment le véhicule autonome avec K2000 que vous avez ici. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce véhicule autonome? Parce que ça illustre bien la complexité du domaine et les différents aspects qu'il faut aborder quand on traite de ce point-là. Donc, le véhicule autonome, c'est une intégration technologique complète, hein, à la fois de la vision, à la fois, je dirais, la sécurité du passager, à la fois trouver le meilleur chemin, à la fois économiser au niveau des moteurs l'énergie. Et vous voyez ici, on a à l'heure actuelle plus de 44 grands acteurs sur le véhicule autonome au niveau mondial, et certains se spécialisent sur différentes parties. Alors ce sont les constructeurs comme BMW, Audi, classique, Volvo. Ce sont aussi Tesla, bien sûr, Alphabet, Uber. Ce sont aussi des fournisseurs comme Bosch, par exemple, qui vient de créer un campus intelligence artificielle ou Valeo, ici en France. Euh, voilà. Alors, le véhicule autonome pose pas mal de questions aussi, hein. Donc il y a la question de la responsabilité, par exemple, dans le cadre d'un accident, hein. Bon, mais finalement, qui va être responsable? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est le développeur du logiciel? Si ce véhicule apprend à travers le temps, est-ce que c'est pas un peu la faute du conducteur aussi?
Et donc les questions de responsabilité viennent directement, les questions d'éthique aussi, si le véhicule a le choix entre blesser son passager ou écraser quelqu'un à l'extérieur, ben, tout le monde répond clairement ben, je préfère qu'il mette en danger la vie du passager, mais personne ne va monter dans un véhicule pareil. Alors, il y a aussi le véhicule autonome illustre bien la problématique qu'on a sur les emplois aussi, puisque à peu près 15%, je dirais, des emplois aux États-Unis, par exemple, sont liés à des transporteurs. Et donc, si on remplace ça par des véhicules autonomes, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ces différents aspects vont être abordés à travers, je dirais, le projet Francia qui s'est mené du 20 janvier au 20 mars. Bon, l'IA, elle est pervasive. En fait, on l'a dans plein d'applications à l'heure actuelle, que ce soit des applications en santé, des applications de chatbot, des applications de type robotique. Je ne sais pas si vous connaissez le dernier robot de Boston Dynamics, qui est assez impressionnant. Je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle touche à des champs qu'elle ne touchait pas avant. Et donc vous avez ici une illustration des Generative Adversarial Networks, qui sont des réseaux de neurones profonds, qui sont utilisés d'une manière assez originale. Donc on les utilise au départ pour essayer de classer un certain nombre d'images. Et donc on arrive à des performances qui dépassent celles de l'homme, hein, dans la reconnaissance par exemple d'animaux sur des photos, en intégrant des dizaines de millions de photos. Et puis, avec ce type de réseau de neurones, on en inverse la logique, et donc on initie aléatoirement le réseau de neurones, et on regarde quelles sont les images qui sont produites, en lui donnant un concept. Et donc vous avez sur cette image-ci, toutes des photos d'oiseaux qui ont en fait été générées aléatoirement, enfin, à partir d'un seed aléatoire par un réseau de neurones profonds qui a appris à discriminer entre différentes espèces. Et donc, il n'y a pas une seule de ces images qui est réelle. Et là, on se dit qu'on commence à toucher à des champs qui étaient considérés comme le propre de l'homme, hein. On est peut-être en train d'expliquer ce qui se passe quand on rêve, ou les aspects de plus de création. Voilà. Et le chercheur de Google qui a présenté ça m'a dit, ouais, il y a 3 mois, donc il l'a présenté en janvier-février, il y a 3 mois, je ne pensais pas que c'était possible. Donc une des caractéristiques de ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est que ça va très vite et que ça transforme à la fois les usages, mais à la fois la manière dont on fait la science, à la fois la manière dont les entreprises développent leurs produits. Et donc, c'est un des éléments qui a fait qu'on a lancé ce projet. Alors, on n'est pas les premiers à lancer cette réflexion. Les premiers à avoir réagi, c'est la Corée. Donc la Corée, en mars 2016, c'est-à-dire le mois même où Lee Sedol s'est fait battre au Go, ils ont décidé de créer un centre d'intelligence artificielle et mettre 1 milliard d'euros sur la création de ce centre. Les États-Unis, en 2014, ont fait un plan important sur tout ce qui est big data, mais en fin de mandat, Obama a fait publier par son administration 3 rapports sur l'intelligence artificielle et ses enjeux, et notamment donc, des rapports en octobre et puis un rapport en décembre qui traitait du futur des emplois. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la Chine a une action importante là-dessus. Le Japon aussi sort d'une année de l'intelligence artificielle et le Canada vient de décider des investissements massifs sur un certain nombre de centres en intelligence artificielle. Et en Europe, l'Allemagne a défini sa stratégie 4.0 avec un certain nombre d'éléments liés au machine learning, hein, à cet aspect-là de l'intelligence artificielle. Le Royaume-Uni est bien positionné, mais n'a pas dans sa stratégie digitale qui a été publiée en mars vraiment un focus important sur l'IA. Et donc la France, qui a des ressources, ce qu'on va voir, qui a des ressources extrêmement importantes dans le domaine, notamment parce que le directeur de recherche, par exemple de Facebook, vous connaissez probablement Yann Lequin, est français, le directeur de recherche de Google en Europe, à Zurich, est français, c'est Emmanuel Mogenet, la personne qui a aidé à définir le plan UK anglais
sur la stratégie digitale et aussi un Français qui avait développé Watson auparavant. Voilà. Alors, quelques chiffres globalement sur l'ensemble des chiffres économiques qu'on peut observer. On voit qu'il y a une croissance entre 30 et 50%, que ce soit en ordre de création de start-up, en investissement ou en niveau d'acquisition des grands groupes depuis 2012. Donc il y a une tendance extrêmement forte au niveau économique aussi sur l'IA, d'où la question, parce que si on regarde bien la carte du monde, on voit Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et d'autres aux États-Unis, on voit Baidu, Tencent, enfin les Batex en Chine, et on se demande un peu ce qui se passe en Europe. Alors on peut dire qu'on est excellent, mais finalement, quel est ce phénomène où il y a peu de champions et de plateformes qui arrivent à se développer en Europe? Est-ce qu'on doit laisser la souveraineté technologique aussi disparaître? Voilà une des questions. Alors, on me pose souvent la question de qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors ça mérite des heures et des heures d'exposé, et donc je vais essayer de faire simple. Mais au départ, dans l'esprit des fondateurs, c'est plutôt quelque chose d'analytique, donc c'est la science qui consiste à faire faire ce que l'homme fait moyennant une certaine intelligence. Et donc l'esprit de Minsky ou de McCarthy ou des fondateurs, c'est plutôt la démonstration automatique de théorèmes, c'est la capacité à faire des traductions automatiques, puisqu'on a réussi à décoder le code allemand avec Enigma, ben on va facilement faire les traductions. C'est le jeu d'échecs, parce que le jeu d'échecs, pour jouer à ça, il faut être intelligent. Voilà, ça c'est une vision très narrow, très étroite en fait des choses. Et on s'est rendu compte que c'était pas si évident à faire. Et que par ailleurs, l'IA performait pas bien sur des choses qui étaient plutôt faciles à faire pour l'homme, par exemple reconnaître le visage de sa maman même si il est tourné, ou acquérir le langage. On ne dit pas de quelqu'un qui acquiert le langage que c'est un génie. Et pourtant, on a constaté qu'au niveau computationnel, c'était beaucoup plus difficile. Donc une proposition de définition par Hélène Rich, qui est plus opérationnelle, c'est donc le domaine de l'informatique qui s'intéresse à ce que l'homme fait mieux qu'elle. Donc à partir du moment où l'homme performe mieux dans cette tâche-là, on va dire que c'est de l'intelligence artificielle. Alors la définition n'est pas parfaite non plus, parce qu'elle est très centrée sur l'homme, et donc on peut imaginer d'autres formes d'intelligence. Et il y a quelque chose qui émerge de manière très importante depuis les dernières années aussi, c'est tous les aspects multi-agents, c'est l'intelligence collective, et l'intelligence collective notamment avec des interfaces, je dirais, digitales. Mais donc, si on tient compte de ces deux remarques, on se trouve aussi dans une définition qui suppose quelque chose qui évolue dans le temps. C'est pour ça, sans doute, que la définition n'est pas si claire et le concept pas si facile à cerner. Je vais être rapide, mais donc ça intègre l'ensemble des aspects de la cognition, que ce soit dans une perspective cognitiviste, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment l'homme réfléchit, ou dans une perspective ingénieriste, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes qui fonctionnent, peu importe que leur similitude au fonctionnement humain ou autre soit avérée. Et donc ça concerne à la fois la perception, les processus internes et les actions. Vous voyez la vision, l'audition, le raisonnement, la motricité, les robots, le langage parlé, etc. Alors dans le cadre de France Intelligence Artificielle, on a déterminé un certain nombre de domaines qui ont été couverts par ce concept-là, qui va de l'apprentissage automatique, qui est vraiment ce qui a le vent en poupe, à la représentation des connaissances, à la robotique, au traitement du langage naturel. Et ce qu'on a voulu faire, c'était aussi d'être inclusif. Donc on a aussi intégré de manière importante, parce que c'était assez fondamental, les sciences humaines et sociales dans l'approche. Parce que dans le fond, ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas que HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est pas que Terminator, c'est aussi plein de choses positives, et c'est aussi des technologies qui permettront probablement de réhumaniser le digital, c'est-à-dire de permettre et de faciliter l'interaction avec un monde digital. Donc, une ambition française pour l'Europe. Les 4 objectifs de FranceIA, c'était clarifier le débat sur l'intelligence artificielle, parce qu'on avait, en fait, il y a énormément d'événements qui sont organisés là-dessus, énormément d'articles dans les journaux, et puis tout le monde s'invite dans le débat en disant parfois un peu n'importe quoi, et l'idée c'est qu'au niveau politique, c'était bien
finalement d'essayer de clarifier ce débat-là. On va voir qu'il y a beaucoup d'événements qui ont été organisés et que ça va se poursuivre. La deuxième chose, c'est mobiliser la communauté de l'IA en France et à l'international. Donc il y a d'excellents chercheurs en France, il y a aussi d'excellents chercheurs français à l'étranger, et comme on l'a vu sur le schéma précédent, l'intelligence artificielle, c'est aussi des domaines qui sont parfois, ou qui se sont, à travers les divers hivers, qui se sont séparés les uns les autres, alors qu'on est maintenant dans une logique beaucoup plus intégrative. Donc mobiliser cette communauté, que ce soit les experts en recherche, les startups ou les grands groupes, c'était un des objectifs du projet en tant que tel. Définir un plan d'action, je reviendrai là-dessus, notamment dégager des financements à travers le programme d'investissement et d'avenir, et puis prendre le leadership au niveau européen. C'est pas dans un aspect nécessairement compétitif, c'est pas pour être les meilleurs, mais c'est parce que la taille de marché au niveau européen est la taille qui est probablement nécessaire pour faire émerger des champions tels qu'on n'en a pas encore sur le territoire européen, et ça pourrait être une initiative de la France. Et ça pourrait aussi être quelque chose d'un peu positif par rapport, je ne sais pas, à l'image qu'on se fait de l'Europe. Et donc on s'est vraiment inscrit dans cette logique-là dès le départ. Il y a eu 17 groupes de travail, alors je vous épargne tout ça, mais le cas du véhicule autonome illustrait bien ça, donc à la fois sur des aspects recherche, à la fois sur des aspects formation, vu aussi comme l'accoutumance, je dirais, à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Des aspects de transfert technologique aussi, donc dans des niches qui pourraient être des niches importantes pour la France. On a eu des groupes de travail qui ont travaillé sur des territoires d'innovation, donc est-ce qu'autour de Toulouse, avec toute l'industrie qui se trouve là, on ne pourrait pas développer des spécificités autour de Nantes? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose aussi spécifique là-dessus? Et puis les enjeux de sécurité et de souveraineté, et puis les impacts sociaux et économiques. Alors, je suis désolé, mais ça change tout le temps. Voilà. Bon, excusez-moi. Mais on a aussi organisé une vingtaine d'événements avec plus de 2000 participants pour débattre de ce sujet-là. Je vais vous donner quelques résultats de ce plan qui a été mené en 2 mois. Donc on a identifié 5500 chercheurs, ce qui est énorme, 268 équipes à travers la France. On a analysé aussi la position de la France dans toutes les conférences internationales, donc ça c'est les aspects plus recherche. On a vu que la France était en général en 2e ou 3e position, en moyenne en 3e position, que ce soit sur des thématiques transversales ou des thématiques plus spécifiques. On a vu qu'il y a énormément de masters qui sont proposés et de très haute qualité avec une attractivité internationale forte. À peu près 1000 étudiants qui suivent des masters en intelligence artificielle. Et certainement aussi, ce qu'on a observé, une fuite des cerveaux importante. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour retenir tout ce potentiel ici en France? Au niveau des filières industrielles, on a analysé chacune des filières et donc on a vu qu'il y avait des intérêts forts sur tout ce qui est assistant virtuel, chatbot, sur la vision artificielle, sur les aspects marketing, donc tout ce qui est prédictif au niveau du comportement des clients. La cybersécurité, le véhicule autonome et la santé sont les applications qui ressortent le plus. Mais on a remarqué aussi qu'il n'y a pas de réel chef de file qui se dégage en France. Et donc, il faut probablement organiser les choses pour que l'intégration de ces technologies et le développement de ces technologies permettent la compétitivité et la croissance des entreprises en France. On a identifié aussi des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire et des PME, avec un très très haut potentiel. Donc on a par exemple Criteo, que vous connaissez, qui connaît une croissance très très importante. Ce qui se passe, c'est qu'au 3e tour de financement, ces entreprises partent. Voilà, dès qu'il faut lever plus de 30-40 millions d'euros, ces entreprises partent quasi systématiquement aux États-Unis. Même si elles implantent encore des équipes de recherche en France. Mais est-ce qu'on doit se contenter d'avoir les équipes de recherche de Facebook ou de Criteo ici en France? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? En termes de start-up, on en a identifié à l'heure actuelle 340. Donc c'est assez impressionnant dans tous les domaines de l'IA. Bon. Et donc ce rapport a été remis au président de la République précédent le 21 mars avec
Il n'y a plus de slides, hein. Bon, c'est pas grave. Bon, dans le rapport, il y a 59 recommandations, donc je vais vous les épargner par le menu, mais en gros, les lignes de force sont les suivantes. Il n'y a pas assez de lien entre la recherche et les grandes entreprises, donc ce n'est pas spécifique à l'IA, mais c'est vraiment marquant au niveau de l'IA. Donc est-ce qu'on peut mettre en place des chaires industrielles? C'est des challenges aussi, c'est des propositions qui ont été faites. Le niveau de compétence des grands groupes n'est pas suffisant, donc la mise en place de sensibilisation et de formation doit être faite. Au niveau des startups et de soutien à la croissance des entreprises, ben, comme je l'ai expliqué, les niveaux de financement qui sont nécessaires au deuxième tour ou au troisième tour ne sont pas encore assez assurés en France, malgré je dirais un dynamisme assez exceptionnel aussi sur les dernières années. En termes d'attractivité, pour ne pas dire de rétention, parce qu'il y a une fuite des cerveaux vraiment importante, il faut mettre en place des outils qui permettent d'attirer les entrepreneurs et de retenir aussi les chercheurs. Donc on a proposé un certain nombre de dispositifs là-dessus. Ensuite, une feuille de route européenne et la mise en place de plateformes de données mutualisées pour essayer de développer effectivement ce qui est un des enjeux de l'IA à l'heure actuelle, c'est-à-dire les données. Bon. Oui, donc voilà, 59 recommandations. Alors le rapport, il est disponible en ligne. Voilà, vous avez l'adresse. Donc il suffit de taper hashtag FranceIA dans Google ou dans Quant et vous allez trouver le rapport. Donc il y a une synthèse qui fait 12 à 15 pages et puis il y a un rapport détaillé de 350 pages. Et puis un certain nombre d'actions qui ont été décidées à court terme, la mise en place d'un comité stratégique, le fait de porter ce sujet au niveau européen, les investissements aussi pour des tickets supérieurs à 25 millions d'euros, la mobilisation de certaines filières, donc automobile, relations clients, finances, santé, et on verra que c'est encore plus étendu. Et puis les questions de réflexion sur l'éthique, le droit aussi. Voilà, doivent se poursuivre. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc ma proposition, c'est simplement de vous présenter le hub FranceIA. Donc on va créer ce hub qui a pour vocation de répondre aux problématiques, je dirais, plus industrielles. Et donc on veut mettre en place sur des thématiques transversales comme la mobilité, la robotique, la santé, l'énergie, l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité, comprise au sens large, la transformation numérique de l'État, des groupes avec quelques chefs de file qui sont des grandes entreprises, des PME, des startups, des chercheurs. Et donc on veut, à travers les outils et les financements qui sont proposés par l'État, accompagner la mise en place de ces plateformes, créer de nouveaux business cases et faire de la France, je dirais, un champion au niveau international, sur le plan économique aussi. Bon, voilà, je pense que je vais... voilà, bon, vous avez ici l'offre de service complète sur le hub. Donc l'idée, c'est que ce hub soit à l'initiative d'une alliance européenne pour l'intelligence artificielle. Et voilà le principe d'organisation dont je vous ai parlé, c'est-à-dire quelques chefs de file qui sont des grands comptes, et puis surtout des PME, des startups et des chercheurs, pour mettre en place des challenges qui permettent de dépasser un peu l'horizon à court terme. Voilà, je vous remercie pour votre attention.